Alors. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre avec un artiste. Donc, c'est la 3e conférence du CEREAP organisée dans cette année universitaire 2022-2023. Suite à cette période compliquée de confinement, de Covid, etc., on essaye maintenant de redémarrer les activités que nous avions dû abandonner par le passé. Et là, je suis ravi de recevoir ce soir Ricardo Osier-Lafontaine dans le cadre d'un cycle de conférences particulier intitulé « Rencontre avec un artiste ». La première rencontre avec un artiste avait eu lieu juste au début de l'épidémie. C'était Bruno Pédurand qui avait accepté d'être, entre guillemets, interviewé, c'est pas vraiment le terme, mais un échange filmé. Et ce soir, cette rencontre avec Ricardo Osier-Lafontaine va également être filmée et vous pourrez la revoir eh bien, sur Internet, puisque normalement on la trouvera sur YouTube. Cette rencontre a une actualité puisque elle est en lien avec la publication de cette revue que certains ne connaissent pas, mais que d'autres connaissent, la revue Recherche en esthétique. Et la couverture de cette revue, c'est donc une œuvre de Ricardo. Et pour le besoin de ce numéro, eh bien, j'ai un peu changé la maquette de la revue, puisqu'habituellement la revue est toujours sur un fond blanc, et cette fois-ci elle est sur un fond rouge. Et à l'intérieur de ce volume, qui justifie naturellement la première de couverture, il y a un entretien que nous avons mené avec Ricardo il y a quelque temps, et qui est un entretien différent de l'entretien que nous allons avoir ce soir. Donc cette revue est à votre disposition et vous pourrez donc avoir un complément de ce dialogue entre Ricardo et moi. Donc complément dans ce numéro, qui porte sur la notion de désir, le désir. Alors ce soir, ce n'est pas la seule thématique qui sera abordée, il y en aura un certain nombre. Et donc vous avez derrière vous eh bien, la belle affiche qui a été réalisée pour présenter cette invitation à cette soirée. Je pense que si vous êtes présent ce soir, c'est parce que non seulement vous connaissez Ricardo, mais en plus vous appréciez son travail. C'est mon cas. Donc vous voyez, on est en bonne compagnie. Et donc je vais lui poser quelques questions qu'il connaît, puisque cela lui a permis de préparer des dossiers avec des images. Donc ce soir, on va pouvoir non seulement l'entendre, mais également voir son parcours artistique, puisque c'est le but du jeu. Alors je vais peut-être déjà demander à ce qu'on baisse une lumière de façon à ce qu'au niveau de la prise de vue, on ait une captation qui soit la meilleure possible. La lumière qui est complètement à gauche, le bouton à gauche. Non, en bas. En bas. Ouais. Merci. Non, c'est l'autre. Allume. Voilà. Merci bien. Donc, je vais m'asseoir. Je ne paierai pas plus cher. La première question donc, que je vais poser à Ricardo, donc je ne le présente pas parce qu'en fait, toute cette rencontre est destinée à une présentation de son travail et de lui. Donc je passe directement à la série de questions. Alors il se trouve que Ricardo, depuis sa tendre enfance, sa prime jeunesse, avait les deux pieds dans le monde de l'art
puisque sa mère était plasticienne, l'est toujours d'ailleurs, et dès son enfance, donc, il a eu l'occasion de fréquenter l'atelier, de voir sa mère travailler, de vivre parmi ses œuvres. Et donc, j'imagine bien que cela a dû contribuer à former chez lui son goût pour l'art et probablement donc peut-être l'amener à créer à son tour. Donc, Ricardo, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce contexte de la prime enfance? Tout d'abord, je voulais remercier la revue Recherche en esthétique et Dominique Berthet de me donner l'opportunité de parler un peu de mon travail. C'est aussi l'occasion de faire un point sur mon cheminement artistique et de vie à l'aube de mes 50 ans. Et puis en même temps d'avoir aussi l'idée d'un champ du possible pour l'avenir après toutes ces années. Donc bien évidemment, alors vous le savez tous, je suis né ici. Je suis né ici à Martinique, à Fort-de-France, donc dans la ville où je réside aujourd'hui. Mais j'ai vécu toute mon enfance dans la commune de Rivière-Pilote, dans une famille classique, hein, père, mère, enfant, avec un père anthropologue et une mère éducatrice spécialisée comme moi, spécialisée en sciences sociales et aussi artiste. Et il se trouve que je peins depuis tout petit. Voilà, c'est un rythme de vie qui épouse la pratique artistique, mais dans sa globalité. Donc ma mère m'a toujours amené vers la voie de la création, sans qu'il y ait de choses édictées, mais toujours dans le registre du plaisir. Et ce qui est très important, parce que moi aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, c'est ce que je fais aussi avec les enfants. Moi, je pense qu'il faut partir de leur centre d'intérêt pour arriver à du résultat. Donc, du coup, je fais comme ma mère a fait avec moi. C'est-à-dire qu'elle me montre ce qu'elle fait. Et moi, je rentre dedans ou pas. Voilà. Là, par exemple, on a une photo. Donc, j'ai préparé quelques photos. On me voit. Alors, elle m'a dit que j'avais 4 ans. Hein, c'est à côté de mon frère Emmanuel. J'ai une sœur aussi qui s'appelle Sandra, qui est plus grande que moi. Donc, on a toujours été un peu dans cet univers-là, où l'idée, c'est de favoriser une expression artistique sans qu'elle soit bridée sur les arts visuels. Hein, parce que vous allez voir, les choses que vous ne savez pas trop non plus, c'est que j'ai fait aussi beaucoup de musique. Mais en tout cas, voilà. C'est une jeunesse rythmée par une façon de penser autour de la création artistique, sans qu'il y ait un enfermement sur la Martinique, tout en étant ouvert sur les cultures du monde et sur les diverses pratiques artistiques. Alors on peut imaginer que dans cet environnement artistique, eh bien, il a été pour toi essentiel de trouver ta propre voie, ton propre cheminement, ta propre démarche, de façon à gagner en identité et à te démarquer de ce que ta mère réalisait. Est-ce que cette démarche a été une démarche difficile ou au contraire totalement naturelle? Moi, je pense que lorsqu'on travaille dans un environnement, il y a toujours un jeu d'influence bilatérale qui se joue. Mais lorsqu'on travaille aussi avec quelqu'un, il y a des influences qu'on ne contrôle pas. Donc forcément, ça a été le cas avec ma mère. Voilà. Ma mère travaillait à côté de moi, donc ça a été comme ça pendant très longtemps. Même quand je partais faire des études, que je revenais. Donc j'étais rythmé par son travail, par une façon de penser aussi. Peut-être un peu trop. Maintenant, je pense que c'était peut-être un peu trop. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi une sécurité. C'était une zone de confort qui m'a permis aussi d'évoluer. Et comme ma mère voulait développer chez moi aussi un sens critique, je ne me suis jamais non plus enfermé dans ce qu'elle pensait. Mais en tout cas, graphiquement, et ça se voit, alors je mets un peu des pièces d'elle, de son travail, vous allez voir, au niveau du travail de la matière, au niveau graphique,
l'amour aussi de toute la signologie précolombienne, des Incas, des Mayas, tout ça. Voilà, on a beaucoup étudié ça ensemble. Et petit, je me suis beaucoup amusé aussi à les redessiner, etc. Par la suite, alors, il y a une évolution. Par la suite, j'ai créé mes propres signes. Mais c'est vrai que voilà, j'étais vraiment dans ça. Et du coup, ça s'est vu aussi ça s'est vu dans mon travail. Pendant plusieurs années où les similitudes étaient tellement fortes qu'on avait l'impression que c'était le même travail. Voilà. Mais en même temps, c'était ma zone de confort. Ça me plaisait que ce soit comme ça. Donc du coup, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Par contre, c'est vrai qu'il a fallu à un moment donné trouver ma voie, mais voilà. Mais c'est le temps m'a permis un peu de sortir un peu d'une influence peut-être un peu trop forte de ma mère, mais qui avait le mérite d'exister parce qu'elle me permettait aussi d'investir une activité saine qui était celle de la peinture pour un enfant, mais un jeune. Alors précisément, donc, dans ce parcours, parce que tu viens de dire à l'instant là, que tu es à l'aube de tes 50 ans, donc ça signifie que tu as déjà plusieurs décennies de pratique derrière toi. Donc au cours de ce parcours déjà important, donc quelles sont les étapes qui ont constitué ta pratique, quelle a été ton évolution, et je pense que là c'est peut-être l'occasion de nous montrer depuis cette prise de liberté jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les étapes? Alors, 2 secondes. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon travail a été très influencé par le travail de ma mère. Donc forcément, ça a été une première étape où c'était vraiment le travail de la couleur. Ah, je fais une bêtise. C'était vraiment le travail de la couleur où là, j'essayais de créer mon propre style, mais en même temps, excusez-moi parce qu'il y a un problème technique, je voulais vous montrer des photos convenablement. Voilà. Donc vous voyez bien entre les connexions qu'il peut y avoir entre le travail que je vous montre là et le travail de ma mère. Voilà, c'était vraiment, il y avait quelque chose de fusionnel. Alors bien évidemment, il y a un socle commun, c'est les Amériques, et notamment la période précolombienne, où là on a beaucoup lu, on a même participé aussi à des fouilles archéologiques. Et on a fait un travail de la matière aussi. Donc moi, j'apprenais et en même temps, voilà. Donc il y a eu tout ce travail-là. Donc à un moment donné, lorsque j'ai eu mes 18 ans, mes 19 ans, voilà, j'ai essayé vraiment de me départir d'elle et d'avoir ma propre pratique. Donc ça a été le cas, mais les connexions ont perduré pendant très longtemps et ça se voit au niveau de la technique, l'utilisation du vitrail, l'utilisation... le mélange d'acrylique et de vitrail de peinture à l'huile, le travail de la matière, le travail de la terre, le travail de la peinture sous verre, le travail du bois, de la pierre, tout ça. Voilà, ça a été vraiment... donc l'influence a été là. Donc ça a été une première étape. Donc c'est tout ce travail-là, graphique, avec le travail de la couleur. Donc plus spécifiquement sur la toile. Donc ça a été une première étape sur la toile. Ensuite, il y a eu un travail, le travail de la pierre, le travail de la pierre et le travail de la pierre et du bois. Ça me fait ça. Donc le travail de la pierre et du bois où là, c'était un peu le même travail, sauf que c'était un travail de matière sur la pierre, mais aussi un travail de gravure où je m'amusais à faire une nouvelle proposition de signes
archéologiques, de signes qu'on pouvait retrouver sur les roches gravées à Saint-Clus, à Vivey, etc. Donc ça a été ça pendant vraiment assez longtemps. Et voilà, je vous montre quelques photos. Voilà. Là, on est jusqu'aux années 2000, 2000 à peu près. Voilà. Donc ça a été une deuxième étape. Voilà. Je vous montre un travail sur le bois, par exemple. Voilà. Où il y a une volonté aussi de tracer une esthétique. Il y avait vraiment une recherche de l'esthétique, hein, avec mon regard. Hein, parce que la notion d'esthétique, elle est très large. Voilà, bon, voilà. Donc c'était un travail sous la toile, toujours avec la couleur, un travail sur de la pierre et un travail sous du bois, sous des tuiles, voilà. Ça a été vraiment... c'était un moment important parce que c'est un moment qui me permettait d'aimer ce que je fais et de pouvoir continuer. Parce que je crois beaucoup que la notion de plaisir m'a toujours accompagné dans mon travail artistique. Encore plus aujourd'hui, où j'ai beaucoup évolué, où je sors de la Martinique. Mais cette notion-là, voilà, ce travail-là m'a permis de faire ça et de toujours continuer. Et donc, c'est une deuxième étape. Donc, après la toile, c'est le travail de la pierre. Et ensuite, on arrive au travail du noir et blanc. Alors, pour dire la vérité, le travail du noir et blanc a toujours existé, mais il était vraiment anecdotique. C'était vraiment le travail de la couleur, de la pierre sur la matière, le bois, etc. Mais le travail noir et blanc a toujours existé. Et en me posant aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours dessiné beaucoup à l'école, surtout sous les tables. Je racontais dernièrement à quelqu'un qui a rigolé, mais en fait, j'ai beaucoup dessiné sous les tables, surtout en mathématiques. Et c'était un exutoire en réalité. C'est ce qu'on appelle des rectangles aujourd'hui. Voilà, il y avait une dimension un peu thérapeutique, mais j'ai toujours dessiné. Et à un moment donné, quand je commençais à me dire que je vais professionnaliser ma pratique, et c'était en plus au moment où je me posais la question s'il fallait le faire ou pas, j'ai senti qu'il fallait marquer une rupture avec tout et recommencer à zéro. Parce que la notion de plaisir commençait à s'effriter et là, je n'arrivais plus à travailler. Donc, je suis revenu à mes fondamentaux, dont le travail du dessin en noir et blanc. C'est un travail que je faisais toujours. Donc, du coup, j'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter la peinture et de revenir au dessin qui était la base pour moi. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à beaucoup voyager, notamment en Europe, dans les pays scandinaves, où là, je passais beaucoup de temps dans les avions, où là, je commençais à dessiner en noir et blanc. Donc, cette période a marqué la rupture aussi du travail avec ma mère et la volonté de nourrir une forme de singularité. Donc, le noir et blanc, pour moi, c'est un outil, une médiation pour tracer une forme de singularité, en même temps que je trouvais que en Martinique, j'avais l'impression qu'il y avait un art qui s'était un peu standardisé, ça m'a fait penser au mouvement un peu Cobra qui dénonçait un art un peu standardisé, notamment des étudiants des écoles d'art qui faisaient toujours un peu la même chose. Et là, je me suis un peu retrouvé dans ça, où je me suis dit, bon, ça sert à rien tu travailles comme tout le monde, donc il faut que tu nourrisses ta propre singularité. Donc là, le noir et blanc m'a permis de faire ça. Donc j'ai fait ce que j'ai appelé le reset. J'ai conceptualisé un peu tout ça dans ma tête. Donc l'idée, c'était qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais dire et comment j'allais le faire. Donc j'ai appelé ça le reset, dont la restitution a été faite à la Fondation Clément. Donc l'idée principale était de tout oublier, de tout recommencer à zéro et faire une nouvelle proposition. Donc j'ai développé par la suite, pendant plusieurs années, un travail que j'évalue comme étant aujourd'hui un travail automatique, mais en réalité, la question reste posée. Peut-être qu'il me faudra une vie pour savoir si vraiment ce travail est automatique. En tout cas, il y a une exécution qui vient comme ça de façon spontanée, et l'idée, c'est toujours de tracer sans savoir où on va, de tracer de façon complètement aléatoire, un peu comme... à mon sens, la poésie surréaliste,
où voilà, on cherche voilà, à se laisser bercer par des forces un peu qu'on ne contrôle pas pour aller vers une forme de création. Donc mon noir et blanc m'a permis de... Voilà, c'est ce que je voulais faire. Alors comment il ne s'agissait pas pour moi d'user de psychotropes comme certains poètes de l'époque, surréalistes, parce que je ne me drogue pas, parce que la drogue ne me va pas du tout, et je pense que c'est une très mauvaise chose. Donc du coup, j'ai cherché des médiations pour essayer de nouer une forme de travail qui va échapper un peu à mes sens, que je ne vais pas contrôler. Donc j'ai commencé à beaucoup travailler le soir, dans des moments où j'étais extrêmement fatigué, pour justement essayer de ne plus contrôler le geste. J'ai appelé ça la période de péché du lambi. Donc où on est entre l'inconscient et le conscient. Et là, voilà, j'ai beaucoup aimé cette période-là où on travaille pour encore essayer de libérer le geste. J'ai aussi travaillé à plat, à l'aveugle. Alors, c'était un moment particulier parce que je voulais aussi... certains critiques ont vu ça comme une manque d'humilité, mais j'ai voulu investir de très grands formats pour justement, pour deux choses. La première chose, c'est libérer un vrai message pour la jeunesse en disant que nous sommes dans un petit pays, mais on est un grand peuple et qu'il faut penser grand. Et c'était aussi un moyen pour moi de faire passer un message aux institutions, surtout publiques, pour dire qu'on est au niveau international et qu'il faut penser aussi au niveau international. Donc il faut investir dans des lieux de démonstration. Il faut faire perdurer des festivals d'art, etc., en Martinique, faire venir le monde entier, parce que nous aussi, on peut voyager, etc. Donc, les grands formats, c'était aussi pour ça. Et la deuxième chose, c'était aussi me donner plus de chance de libérer le geste et d'aller vers une pratique surréaliste, plus épanouie, voilà, qui me plaise réellement. Et puis j'ai aussi travaillé à plat, donc avec des rouleaux. Enfin, du coup, je ne montre pas mes... avec des rouleaux. J'ai aussi travaillé beaucoup avec des rouleaux... je vais vous montrer. Voilà, donc, toute la période là où il y a un va-et-vient entre le travail du papier et de la toile. Et donc, j'ai aussi beaucoup travaillé avec des rouleaux à plat qui se déroulent. Alors, c'est de la toile. Je vais voir ici. Je vais essayer de trouver quelques photos pour vous montrer. Donc, j'ai travaillé sur des rouleaux que je déroule au fur et à mesure sans avoir une visibilité de la surface totale de la toile. Donc, l'idée, c'était de chercher des choses encore qui m'échappent, des choses que je ne contrôle pas. Voilà, tous mes grands formats, les grands formats que j'ai eu l'occasion de vous montrer tout à l'heure, par exemple, si on regarde ça un peu au hasard, c'est une toile. Voilà, donc c'est une toile qui est enroulée et je la déroule au fur et à mesure. Voilà. Donc l'idée, c'était toujours d'inventer un système pour aller vers une pratique surréaliste et essayer de ne plus contrôler le geste, ce qui est très ambivalent. Mon travail, il y a un laisser-aller, mais en même temps, il y a un contrôle du geste. Donc c'était aussi pour chercher les choses. Alors, tu as évoqué tout à l'heure ta profession. Et donc, cela m'a amené à m'interroger sur quel avait été ton parcours. Alors, lorsque tu me poses cette question, je pense un peu à mon identité un peu artistique aussi. Je pense que ça joue. Alors, très concrètement, vous vous étonnez, hein? Ça vous choque pas, non? Voilà. Alors, j'ai un parcours, je suis un Martiniquais, né ici. J'ai fait mon bac au lycée de Bellevue. Ensuite,
Et j'étais un peu embêté, j'étais très embêté d'avoir eu le bac trop tôt, parce que j'étais pas prêt à... Pour moi, il fallait partir, quitter la Martinique, je voulais plutôt aller à la Caraïbe. Finalement, j'ai eu mon bac, je me suis retrouvé à Paris. Je ne sais pas trop quoi faire, parce que je voulais rester peindre avec ma mère. Et finalement, j'ai fait des études de communication parce que il y avait des cours d'art graphique qui me plaisaient énormément. J'aurais pu faire les beaux-arts. Je n'ai pas voulu parce que j'ai fait un bac à 3 ici à Martinique. Ça ne m'avait pas plu du tout. C'était des cours, on nous faisait faire des drapés de robes, des choses trop académiques pour moi. Donc du coup, j'ai plutôt opté vers une branche de la pub. On était dans les années 92-93, c'était l'explosion de la publicité en France avec les grandes agences de com, EuroRSCG, l'agence de Jacques Ségué. Là, c'était vraiment le boom, Jean-Paul Goud, tout ça. Donc je me suis retrouvé dans ça. Donc j'ai passé un concours d'entrée dans une grande école à Paris. Donc j'ai été pris. Donc j'y ai fait 4 ans. Après, donc j'ai commencé par un BTS, après j'ai fait un master. Ensuite l'armée. L'armée me gêne, mais il faut bien faire l'armée. À l'époque, il fallait faire le service militaire. Donc je suis rentré et j'ai fait un projet pour les pompiers de la Martinique, pour leur faire toute la communication de toutes les casernes de pompiers de la Martinique. Ça, c'était à l'époque. Et finalement, je me suis retrouvé avec mon ami Nicole Bernard, où à l'époque, je travaillais déjà, parce que vous ne savez pas, mais je faisais beaucoup de musique. Donc avec Nicole Bernard, donc on a fait une formation de musicothérapie. Donc avec Chico Gelman, on a été les premiers musicothérapeutes diplômés en Martinique. Et c'est à ce moment-là que je me suis découvert vraiment la vocation d'aider les autres. Donc c'est une période où je faisais beaucoup de musique. Donc je travaillais avec des enfants en IME, à l'IME de Rivière-Pilote avec Nicole Bernard. Et on faisait de la musicothérapie avec des enfants qui avaient des troubles du comportement, des troubles de la personnalité, des déficiences cognitives très importantes, de psychomotricité, etc. Et là, voilà, j'ai passé mon diplôme d'éducateur. Et là, j'étais convaincu d'une chose, tout en menant ma carrière artistique, aussi bien la musique que... Aussi bien la musique... Tu peux pas faire défiler? Bon, c'est pas grave. Aussi bien la musique que la peinture. Et donc, je savais une chose, c'est qu'il fallait que je reste dans mon pays. Donc, j'ai passé mon diplôme, j'ai abandonné la pub complètement. J'ai commencé à travailler en agence. Et après, j'ai complètement laissé tomber en me disant, ça, c'est pas pour moi. Mais moi, je veux aider les gens. Donc, j'ai passé mon diplôme d'éducateur comme ma mère et mon père. Mon père a été le premier éducateur spécialisé en Martinique en 1973. Et comme ma mère, qui était éducatrice avant de reprendre ses études, et moi, je me retrouve éducateur. Et du coup, j'ai décidé de lier les deux, la musique, les arts plastiques et mon métier. Donc aujourd'hui, plus de 25 ans après, donc je suis artiste plasticien martiniquais. Et puis, je suis art thérapeute aussi. Voilà, je travaille avec des enfants et des adultes en grande difficulté pour du soin, etc. Alors du coup, la question suivante est liée à cette façon que tu as de concilier à la fois ton travail professionnel et ton travail artistique. Ricardo a une production artistique phénoménale. C'est un travailleur incroyable. Il bosse énormément. Et moi, je me pose toujours la question comment arrive-t-il à concilier ses obligations professionnelles et puis cette nécessité de création. Est-ce que on considère que les deux pratiques
professionnelle et artistique se conjuguent, ou bien au contraire, ce sont deux domaines complètement séparés qui n'ont pas de connexion entre elles ou entre eux. Alors, moi, j'ai trouvé l'astuce. Moi, j'ai toujours dit, on en revient toujours à sur le plaisir. Comme les jeunes disent, le kiff. Moi, si j'ai pas le kiff, je vais nulle part, je fais rien. Même dans le cadre du travail, il fallait faire entrer l'art dans mon travail. Donc, du coup, pour moi, mon travail, c'est un art. Voilà. Accompagner des personnes qui souffrent. Il y a de la compétence, il y a des choses qui ne s'apprennent pas, mais c'est aussi un art. C'est faire comprendre à un enfant qui est complètement anéanti par des souffrances que la vie mérite d'être vécue, c'est un art. Montrer à des enfants polyhandicapés que la vie mérite d'être vécue, c'est aussi un art. Donc du coup, j'ai associé en fait une image très artistique que je pourrais avoir de la thérapie à ma pratique professionnelle, et c'est ce qui me permet d'avancer. Donc du coup, j'ai mon travail d'éducateur au quotidien avec des enfants protégés par la justice, des enfants avec vraiment des problèmes très importants, des handicaps, etc. Mais dans ma pratique artistique, ça a toujours été très important d'associer les enfants, et pour moi, c'est un travail de transmission. Donc c'est quelque chose qui est dû aussi à une forme d'éducation que j'ai eue. Le Tché m'a toujours accompagné, et ça c'est très important, c'est pour ça que j'ai mis son image, c'est que jusqu'à maintenant, alors il y a la partie un peu guerrière de la vie du Tché, c'est une phase de sa vie qui m'a énormément influencé dans ma vie, et jusqu'à maintenant. Moi j'ai 2 enfants, et j'essaye de faire de façon à ce que mes enfants puissent avoir un mental de guerrier. Et ça, c'est très important. Moi, je crois beaucoup à ça. On peut avoir un mental de guerrier tout en prônant une forme d'amour. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Et ce mental-là, où on doit se lever, là, faire des choses, j'essaye aussi d'inculquer ces valeurs-là aux enfants que je suis, aux personnes en difficulté. Et on voit beaucoup de jeunes en difficulté qui n'ont pas la force de se lever le matin. Alors, il y en a aussi beaucoup qui n'ont jamais vu leurs parents travailler, par exemple. Donc, c'est difficile pour moi de leur dire, bon, il faut que tu te lèves le matin pour aller travailler. Donc, moi, j'essaie de leur inculquer un peu un esprit un peu guerrier, où ils doivent se lever, faire des choses, etc. Donc, en gros, je n'ai jamais eu de mal, véritablement, à conjuguer les deux pratiques. Bien au contraire, parce qu'elles sont fusionnelles, finalement. Du coup, la question suivante est toute trouvée. Je t'entends souvent dire que le fait de réaliser des œuvres en noir et blanc relève d'une posture politique. Alors, on comprend bien que dans un contexte comme le nôtre, avec cette abondance de végétation, abondance de couleurs, la luxuriance de la nature, etc., que le fait de prendre le contre-pied de ça, c'est un positionnement, et très certainement positionnement vis-à-vis de certaines idées reçues sur les tropiques, de certaines idées imagées telles que ce que l'on appelle l'exotisme, etc. Est-ce que cette posture politique, c'est une aspiration à déconstruire l'imaginaire continental? Alors, très concrètement, aujourd'hui, je dis clairement, je l'affirme, que je suis un artiste engagé. Mon travail aujourd'hui, il est politique, au sens où j'essaie symboliquement, en toute humilité, de déconstruire une image très simpliste qu'on pourrait avoir de nos populations, et pas seulement nos populations caribéennes. Et j'ai beaucoup été interpellé par les écrits de Suzanne Césaire, qui pour moi est celle qui a inventé le mot doudouisme, où elle a beaucoup associé à la littérature
où elle disait, en gros, il y a une image un peu simpliste, toute faite des Antilles, qu'on retrouve avec l'image de la doudou gentille, voilà, où tout est beau, tout est clean, il n'y a jamais de problème. Voilà, on en a beaucoup. Voilà, elle dénonçait un peu ça et elle a créé le mot doudouisme. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et je me souviens que chez quelqu'un de ma famille, en Martinique, dans le salon, je vais vous montrer les photos, dans le salon, il y avait un poster de plage, comme ça. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. On est en Martinique, il y a un poster de plage dans le salon. Donc, alors, c'est enfant, hein, je n'ai pas la même conscience d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et finalement, cette image de plage, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'on le pense. Et lorsqu'on tape Martinique sur Google, regardez. Alors, j'ai fait deux moteurs de recherche. Le premier moteur, je crois que c'est Google, et j'ai fait aussi Alta Vista. Donc, je suis convaincu que c'est une image qu'on a de la Martinique, de mon pays en tout cas, et que ce n'est pas spécifique à Martinique parce qu'elle est de même pour tous les pays de la Caraïbe. Et par contre, pour moi, ça suscite une forme d'enfermement, et ça nous fait du tort, surtout qu'on est dans un rapport dominant-dominé aussi, et ça suscite beaucoup d'incompréhension. Et nous, en fait, ça nous empêche d'avancer. Donc moi, très symboliquement, avec une chromatique qui bannit une explosion de couleurs, eh bien, j'ai fait le choix de garder un noir et blanc qui, pour moi, doit être assumé, fort et tranché. Et tout ça avec de l'humilité, qui est représentée un peu symboliquement par un point rouge qui casse la dynamique du noir et blanc. Voilà, donc mon noir et blanc, il est politique aujourd'hui, et c'est aussi en référence à Suzanne Césaire, parce que j'en parle tout le temps. Et puis voilà, donc tout ça avec de l'humilité, bien évidemment. Alors précisément, essayons d'entrer un peu dans le détail de la réalisation de tes œuvres récentes. Enfin, quand je dis récentes, en noir et blanc. Oui. Hein. C'est une question que moi je me pose très très fréquemment dès lors que je regarde une œuvre, quelle qu'elle soit et de qui que ce soit. C'est comment est-elle faite ? Comment est-elle construite ? Comment a-t-elle été élaborée ? Et lorsque je suis face à tes œuvres, la plupart d'entre elles, évidemment, je me pose la même question. À une nuance près, c'est que j'ai pas de réponse. Je ne parviens pas à comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que tu peux nous révéler un secret ? Alors, en réalité, ce qui est important pour moi, c'est de savoir comment on va travailler. En fait, c'est ça le plus important. Moi, quand je travaille avec les enfants, c'est surtout le comment. Le reste, ça vient tout seul. Parce que souvent, les gens qui ne sont pas artistes, ils demandent très souvent comment on fait. Ils pensent que c'est difficile. Et même lorsqu'on leur explique, ils ont peur de rentrer dedans. Donc, en réalité, le plus important, c'est le comment. Et moi, le plus important pour moi, ça a toujours été d'investir une pratique surréaliste, comme les poètes. Mais je vous ai dit, je ne me drogue pas. Donc, il faut bien trouver des choses pour libérer le geste, oublier les contraintes et travailler sans cesse, sans savoir où on va. Voilà. Et moi, je me suis dit, tiens, comme je le fais avec les enfants souvent sont rebutés par la technique. Quand ils voient que c'est difficile, ils n'y vont pas. Donc moi, je suis revenu au feutre classique, au feutre. Sauf que j'ai découvert les feutres acryliques, c'est-à-dire des feutres qui se rechargent avec de la peinture acrylique liquide. J'ai découvert ça au Danemark. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça, et en fait, j'ai remplacé mes feutres classiques par les feutres que je ne vais pas nommer la marque, parce que voilà. Mais voilà, donc du coup, j'ai trouvé une technique simple. Donc les enfants, quand ils travaillent avec les feutres, ils ne sont pas dépaysés du tout. Donc ça fonctionne. Eh bien, moi, ça a été pareil.
La première chose, c'était de simplifier la technique pour libérer le geste et libérer les contraintes. Au début, je voyageais beaucoup, donc toujours dans un avion avec du papier, des petits formats, et je développais comme ça. Et du coup, j'ai développé par la suite un va-et-vient permanent entre le travail du papier et le travail du papier et le travail de la peinture. Donc, sur le travail de la toile, je travaille exclusivement à plat, une toile que je déroule au fur et à mesure. Et le papier aussi, bien évidemment, voilà. Donc, et tout simplement, alors, je vous ai montré, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Très simplement, avec trois mines, trois épaisseurs de mines différentes, et voilà. Donc, du coup, très facile à transporter. Je travaille même dans les embouteillages. Il ne faut pas le dire, mais je travaille même dans les embouteillages. À l'époque, je vivais au Vauclin, donc quand j'ai vraiment commencé, je passais 1h30 dans les embouteillages, je travaillais. Donc, du coup, j'ai simplifié ma technique pour libérer le geste. Alors, je suis rentré j'avoue, dans un travail un peu pathologique, je faisais que ça. Mais ça a été vraiment de fort. Et jusqu'à maintenant, donc tous les jours, je travaille. Donc, ça m'a mis aussi dans une dynamique. Et j'ai développé une façon de travailler, donc une singularité dans le travail pictural, mais aussi dans la façon de travailler. Alors, une question qui pourrait sembler proche d'une question antérieure, mais en fait qui ne l'est pas. Tout à l'heure, je t'ai encouragé à nous parler des démarches qui t'ont permis d'évoluer vers une sorte d'émancipation. Hein. Mais là, ce que je souhaiterais, c'est que tu nous montres les différentes séries qui ont constitué ce travail du noir et blanc. Parce qu'il y a des séries. Alors, c'est de mettre le diaporama. Ah, voilà, super. C'est plus simple. Donc, quand j'ai commencé à travailler noir et blanc, je réfléchissais beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais dire, c'est quoi ce travail-là, ça représente quoi, etc. Donc, du coup, j'ai sollicité des personnes avec des histoires de vie complètement différentes pour discuter et avoir des ressentis vis-à-vis de ce que je faisais. Aussi bien des chercheurs, d'universitaires comme Dominique, philosophes, que des amateurs d'art, que des artistes eux-mêmes. Et du coup, voyant qu'il y avait quelque chose de fort pour moi, j'ai conceptualisé mon travail en nommant des séries. Donc, j'en ai identifié plusieurs. Donc, j'ai appelé ça la topographie de l'en-dedans, vue du dedans. Pour moi, ce travail-là d'oubli d'une forme de conscience pour aller vers l'inconscient et tracer, c'était d'écrire des écritures intérieures. C'est comme si on redessinait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai fait une première... ça marche pas. J'ai fait une première... donc, une première... Excusez-moi. Hein. Bref. Donc, une série... ça marche pas. Donc, une série que j'ai appelée topographie de l'en-dedans, vue du dedans. Donc, c'est comme si on faisait un scan à l'intérieur. Voilà, on était dans le ventre. Parce qu'en même temps, je voyais un côté matrifocal très fort. Voilà, on me parlait beaucoup de fœtus, de bébés, etc. Donc, du coup, j'ai pensé à l'en-dedans. Donc, pour moi, c'était une topographie de l'en-dedans, vue du dedans. Voilà. Donc, où là, on est sur l'idée d'une surcharge complète de la surface qui est investie, que ce soit le papier ou la toile. Donc, on est dans une forme de surcharge. Voilà. Où là, un peu comme la sphère psychique. Voilà. Moi, je pense que là-dedans, il y a une forme de surcharge aussi à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Donc, c'était de coloniser. Là, on voit bien l'une des toiles de la topographie de l'en-dedans. Voilà. Où toute la surface de la toile est colonisée. Voilà. Un peu comme
la sphère psychique, avec l'idée qu'on est à l'intérieur et qu'on photographie l'intérieur. Et tout ce travail-là, c'est un travail à plat, toujours avec l'idée de ne pas voir, de ne pas avoir une visibilité de la surface totale de la toile, pour libérer le geste et libérer l'expression artistique. Donc je passais sur une toile comme ça, on avait à peu près au début c'était 1 mois de travail, et aujourd'hui il me faut, voilà, en travaillant tous les jours, il me faut à peu près 1 semaine et demie pour travailler. Donc c'était vraiment, voilà, tout le temps, voilà, avec l'idée de tracer à l'intérieur. Donc voilà, on est dans le ventre, une photographie à l'intérieur. Donc c'est une série que j'ai intitulée Topographie de l'en-dedans, vue du dedans. Ensuite, j'ai identifié une deuxième série que j'ai appelée Topographie de l'en-dedans, vue du dehors. Et après, j'ai voulu faire référence aux villes. Voilà. C'était un peu le même travail, sauf qu'on avait une forme délimitée qui me faisait penser à une ville. Où là, les petits points, le travail des petits points a commencé à apparaître, non pas parce que j'ai été influencé par les aborigènes, bien évidemment, on en a beaucoup parlé, c'est tout simplement parce que c'est venu complètement naturellement. Il faut savoir que les feutres acryliques, lorsqu'il n'y a plus de peinture, on ne peut plus faire un trait plein. Donc lorsqu'on fait le trait, ça fait des petits points. Donc du coup, c'est arrivé comme ça. Et voilà, donc c'est arrivé complètement spontanément. Donc du coup, j'ai développé une série comme ça. Donc ça a été, donc ces 2 séries-là, qui sont les séries, on va dire, fondamentales, parce qu'elles rythment mon travail jusqu'à maintenant. Et puis à côté de ça, il y a d'autres séries que je développe. Et c'est les séries aussi qui me permettent, ces 2 séries-là qui me permettent de travailler aussi en dehors, voilà, d'être appelé pour des expositions en dehors de la Martinique, surtout sur les États-Unis. Voilà, c'est des séries vraiment un peu fétiches, voilà, et qui me permettent aussi quand ça peut être difficile, de rester dans une dynamique et de plaisir, voilà. Ensuite, une 3e série où là, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à faire mes petits personnages, et en fait, je les ai pensés un peu comme des jouets d'enfants. Où là, j'ai mis en scène les 2 premières séries, on fait ressurgir des personnages anthropomorphes. Donc j'ai essayé de les mettre en scène comme des jeux d'enfants. Donc voilà, je vous ai porté une photo, voilà, où en réalité, on est toujours dans un jeu de forme, de vide, de plein, mais aussi dans un jeu de langage, avec une histoire qui est racontée et qui est très enfantine, donc des personnages aussi qui sont très, très arrondis, très doux, qui interpellent, et puis qui font penser à des jouets. Moi, j'ai connu beaucoup les jouets en bois quand j'étais jeune, des trottinettes en bois. Moi, j'ai fabriqué des petites voitures en bois aussi quand j'étais jeune. Donc, ça me fait un peu penser à tout ça. Donc, j'ai développé une série. J'ai développé une série comme ça, voilà, que j'ai déclinée un peu partout. Chez un ami aussi, à Léomis, par exemple. Voilà, il fait cette fresque-là. Donc, voilà, que j'ai décliné sous les fresques, toujours avec l'idée que ce soit un travail ludique et un travail, voilà, dont les enfants, enfin, un travail qui pourrait interpeller les enfants. Voilà. Et la dernière série, vraiment, c'est une série que j'ai appelée Les Intercesseurs, qui est une série qui est très importante, parce que, voilà, je me rends compte qu'elle prend de plus en plus de place aujourd'hui dans ma vie, parce qu'elle m'offre des projections, voilà, sur d'autres travails, d'autres scènes aussi, en dehors de la Martinique. Donc, le travail dans les 3 premières séries a donné lieu, le travail automatique notamment, a donné lieu à des formes anthropomorphes qui étaient comme des petits personnages. Les enfants les ont appelés les Pokémon, mais c'était peut-être mes Pokémon à moi, mais en tout cas, ils sont arrivés là,
Et au début, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi, mais en tout cas, par la suite, en travaillant avec plusieurs personnes, des chercheurs, la piste chamanique est arrivée. Ce serait sûrement, peut-être selon certains penseurs, des chamans, des personnages qui pourraient nous mettre en contact avec les ancêtres pour mieux vivre, pour nous protéger, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que mon travail est de l'ordre du soin. Il y a un travail, en réalité, je pense que tous les artistes se soignent un peu. Je pense qu'on a tous des failles, des fêlures. Moi, je pense que là aussi, permet de soigner aussi un peu. Donc, du coup, ça, c'est l'évidence pour moi. Et puis, du fait que moi, je suis aussi un travailleur social, donc, quelque part, je soigne aussi, et en plus, je me sers de l'art pour soigner. Donc, en réalité, ces intercessions m'ont rappelé que la dimension thérapeutique de mon travail est aussi bien sous moi-même que sous les autres. Et finalement, les intercesseurs sont peut-être eux qui captent tout ça pour mettre en relation ceux qui regardent avec le soin, avec une forme de soin. Donc, j'ai développé cette série. Alors, ça a été une volonté de ma part de faire des grands formats. Donc, c'est une série que j'ai présentée à la Fondation Clément. C'est des séries, des personnages qui font 3,40 m sur 2 mètres. Loin de moi d'être prétentieux. Mais c'était encore un message. Aucun complexe à penser grand. Mais c'était surtout qu'il ne soit pas à taille humaine pour montrer aussi que l'humilité que nous, les humains, on doit avoir face à des êtres peut-être supérieurs, qui sont dans les croyances, qui sont dans les mythes, qui sont dans les légendes, mais qui sont aussi à travers les éléments de la nature. Voilà, c'est aussi fait référence aux catastrophes naturelles. À Iscas, on en a parlé une fois, ça m'avait marqué ce que tu m'as dit, sur le combat que tu fais par rapport à l'écologie. Donc on est en plein dedans. C'était aussi des personnages pour nous rappeler une humilité qu'on doit avoir aussi, nous en tant qu'êtres humains. Et par la suite, j'ai fait, à l'époque où l'Amazonie brûlait, j'ai développé une série d'intercesseurs avec du sable volcanique et de la cendre pour justement rester un peu dans cette dynamique-là, de ne pas oublier qu'on doit être humble, notamment face à la puissance de la nature. Tu as à plusieurs reprises fait référence à l'écriture automatique, aux surréalistes, et je me pose souvent cette question, est-ce que tu es toujours dans une absence de contrôle, dans une volonté de non-contrôle, ou bien est-ce que à un moment donné, il n'y a pas malgré tout un certain contrôle des choses, ou une tentative de contrôle des choses? Moi, je pense que je fais tout pour ne pas contrôler. Mais en fait, mon travail, je pense que je suis, comme beaucoup d'artistes, on a une forme d'ambivalence en nous aussi, qui nous échappe. Mon travail, c'est aussi de l'ambivalence. Mon travail, c'est de la répétition. Par contre, il y a des choses que je souhaite garder, comme l'idée que ce soit une peinture automatique, et l'idée aussi de ne rien contrôler. Donc, en réalité, je mets toujours en scène ma façon de travailler, le lieu où je travaille, pour ne pas contrôler, pour libérer le geste. Voilà. Comme je vous dis, on connaît les poètes, on a un poète qui mieux nous a parlé que nous, mais les poètes surréalistes ont usé de drogue, de psychotropes pour justement libérer le geste. Et moi, je ne fais pas usage de drogue, mais par contre, j'organise ma façon de travailler, mon lieu, le moment, et aussi avec qui des fois, ça peut être avec qui. Par exemple, il y a une notion de... Le silence a beaucoup d'importance dans mon travail. Parce que le silence, il génère une façon de travailler, une façon d'user du geste,
Et le silence aussi peut inhiber aussi le geste. Moi, quand je travaille... alors, j'ai travaillé avec une psychothérapeute qui venait me voir travailler pour analyser ma façon de travailler parce que j'avais besoin de comprendre les étapes de ma façon, comment ça se passait. Ce qu'elle voyait, j'avais besoin d'un regard distancié, mais quelqu'un qui pratiquait notamment l'hypnose pour comprendre des choses. Alors, la première chose que j'ai pu comprendre, c'est que moi, je faisais de l'auto-hypnose, sans le savoir. Les moments d'absence que j'avais des fois en travaillant, c'était de l'auto-hypnose. Et que le silence, à un moment donné, lorsqu'on travaille dans le silence, on pense à plein de choses. On pense à ce qu'on a fait dans la journée, on pense à ce qu'on a fait hier, ce qu'on va faire demain, on pense à ce qui nous gêne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et à un moment donné, moi, ça m'empêchait de travailler. Et du coup, ça se retournait un peu contre moi psychologiquement, et ça inhibait ma création. Peut-être que les artistes qui sont ici vont comprendre ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai réorganisé ma façon de travailler, où j'ai fait rentrer la musique dans le travail, et aussi beaucoup la parole. Voilà, où j'écoute, j'ai pas fait de pub, mais beaucoup de reportages sur l'art, sur l'actualité, etc. Donc j'alterne, donc ça m'a permis de pouvoir mieux me libérer. Et voilà, mais alors, il y a sûrement un refus du vide. Je pense qu'il y a un refus du vide dans mon travail. Mais bon, ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. Si mes parents étaient là, ils auraient peut-être donné une réponse. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un refus du vide qui est là. C'est sûrement lié à la sphère psychique. C'est sûrement lié au travail d'extériorisation des écritures intérieures. Mais en tout cas, il est là. Moi, ça me plaît. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Ça me plaît. Et voilà. Et du coup, je suis toujours dans un esprit de surcharge picturale, de coloniser. Mais ça ne me dérange pas. C'est un choix qui est assumé et qui me permet de travailler convenablement. Alors, on a bien vu dans les quelques images que tu nous as montrées que tes œuvres sont peuplées d'êtres anthropomorphes, zoomorphes, hybrides. On a le sentiment de grouillement, on a le sentiment de vie, on a le sentiment de mouvement. Ces figures-là, elles sont nées toutes seules ou bien est-ce qu'elles ont une ou plusieurs origines ? C'est des figures qui sont... Alors moi je pense que comme j'ai travaillé longtemps avec ma mère à essayer de décrypter les signes qu'on a trouvés sur les roches gravées, voilà, avec tout le travail, on a étudié le travail de M. Petit-Jean Roger, de Benoît Bérard, du musée d'archéologie, etc. Je pense que ça a nourri peut-être un formalisme, enfin on va dire une structuration de la forme dans ma tête. Et même si j'ai essayé de m'échapper un peu de ça, et du coup, le travail de l'oubli, le travail automatique m'a permis de créer mes propres formes. Donc ce sont des formes qui sont venues comme ça, qui ont été, avec le recul, et c'est ce qui est bien de pouvoir faire ce type de travail là ce soir, après toutes ces années de pratique, c'est qu'on a le recul, c'est que je me rends compte que c'est dû aussi au travail avec les enfants. Je pense que les enfants qui me disaient que c'était des Pokémon, je pense que c'est pas, je pense que les intercesseurs sont venus après, que c'était pas pour rien. Je pense que c'est complètement naturel. Donc ils sont peut-être liés à ça. Ils sont peut-être liés aux formes anthropozoomorphes qu'on retrouvait sous les roches gravées, etc. Mais en tout cas, ils sont là. Dans mon travail, ils reviennent. Alors, il y a toujours là, je vous montre des toiles d'années différentes. Il y a toujours des choses qui reviennent, des formes qui reviennent. Mais ils reviennent toujours avec des petites nuances. Donc, il faut faire attention. Mon travail aussi, il y a toujours une forme de finesse, de délicatesse dans le geste, avec des traits extrêmement fins sous des très grands formats qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Donc, les formes sont toujours un tout petit peu différentes. Globalement, on a l'impression que ce sont les mêmes, mais il y a toujours des petites différences qui m'échappent. Hein. Voilà, qui m'échappent. Mais la répétition est là.
Voilà, la répétition des formes est là. Ce qu'on a pu apercevoir aussi dans quelques images que tu nous as montrées, c'est que tu es passé d'une pratique bidimensionnelle à une pratique tridimensionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as fait des réalisations qui rentrent dans le domaine de l'installation. Tu as fait d'autres réalisations qui rentrent dans le domaine de l'assemblage. Alors, qu'est-ce que ces pratiques-là, donc de l'installation et de l'assemblage, t'offrent en plus de cette pratique bidimensionnelle initiale? Alors, le travail des aplats, j'aime beaucoup le travail du feutre. C'est un travail vraiment d'aplat, où il y a très peu de dégradés. Et donc c'est un travail, les aplats fonctionnent très convenablement, très bien sous le volume. Donc c'est un travail qui est venu spontanément. L'idée de travailler sous le volume, la simplicité aussi de la technique a permis un glissement facile vers le volume, vers le travail du volume. Donc j'ai commencé par des bouteilles, du polystyrène, et c'était aussi une période où le travail de la toile commençait un peu à me peser, donc il fallait que je fasse une pause, donc j'ai été très simplement vers le travail du volume. Et l'idée aussi, à l'époque, j'avais un atelier qui était petit, donc j'avais du mal à travailler les très grands formats au sol ou à plat. Donc du coup, j'ai opté pour un travail sur le volume, les petits volumes, etc. En plus, moi, comme je vous dis, c'est vrai que les artistes n'en parlent pas beaucoup, mais moi j'en parle, le kiff, le plaisir. Donc c'est aussi un moment de doute, un moment de lassitude avec le travail de la toile. Mais l'artiste cherche toujours des connexions vers d'autres pratiques. J'appelle ça des médiations artistiques. Et du coup, voilà, j'ai investi le volume. Et la notion de l'espace aussi. Donc là, on a une pièce qui a été exposée dans le cadre de l'exposition de Feu de pluie sur le commissariat de Mathilde dos Santos à la Fondation Clément il y a 2 ans. Et là, je présente un travail nouveau où ma toile est devenue volume. La toile est devenue volume où j'ai développé l'assemblage. Donc, toujours avec l'idée de proposer du monumental avec de l'assemblage, avec des pièces qui sont volumétriques. Chaque élément est une sculpture. Voilà. Alors, je sens ta prochaine question. Oui. C'est sur la question peut-être du transport, des œuvres, de l'insularité. Après. Encore une question intermédiaire. Si on s'attarde sur cette œuvre-là, oui. Celle-ci, donc on est dans une triple pratique. Collage, montage, assemblage. Oui. Cette triple pratique donc se vérifie dans l'œuvre que l'on voit à l'instant. Alors, en fait, j'ai une interprétation qui va peut-être te paraître abusive, tu vas me dire, mais lorsque je suis face à cette œuvre-là, en fait, le public, pas seulement moi, le public est face à une frontalité. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de perspective, voilà, on est devant une frontalité, devant un véritable mur. Et du coup, peut-être que je vais t'étonner, mais du coup, moi, ça me fait penser à la jungle de Vifre-Lolame, qui n'a rien à voir, parce que c'est de la gouache, toi, c'est de l'acrylique, il y a de la couleur, toi, c'est du noir et blanc, mais il y a cette même frontalité. Cette même impossibilité de pénétrer, cette même absence de profondeur. Est-ce que c'était le but recherché ? Cette pièce devait interpeller le but. L'objectif de cette pièce, c'est vraiment, premièrement, interpeller pour ceux qui connaissent mon travail.
puisque c'est la première fois que je montrais un travail où je sortais du cadre, du châssis. La deuxième chose, c'était de donner une impression du volume, mais pas trop. De créer de l'ambivalence dans le regard et d'amener le spectateur à regarder la pièce de façon latérale, parce qu'on avait des bandes qui étaient peintes recto verso, mais qui étaient détachées du mur, parce que le plus souvent, lorsqu'on regarde une œuvre, on est en face de l'œuvre. Et là, il s'agissait d'interpeller, de permettre une lecture latérale, et puis de susciter une forme d'intérêt pour ce travail-là. C'est un travail qui devait un peu déstabiliser, parce que pour moi, alors c'était un travail sur la montagne Pelée. Pour moi, la situation de cette montagne Pelée est très déstabilisante pour moi en 2023, parce qu'elle génère des questionnements politiques et aussi des questionnements en termes de perspective et d'avenir. Voilà, parce qu'on a quand même une montagne Pelée qui est toujours là. Qui est toujours là et qui est bien vivante. Donc c'est une pièce qui devait interpeller pour ça. Voilà, donc j'ai essayé de jouer un jeu de regard avec une vue possible de façon latérale, en face. Voilà. Alors on s'achemine vers la fin de cet entretien et là où les questions que je vais te poser maintenant sont liées au contexte d'insularité qui est le nôtre. Une question qui est liée à ce que tu réalises. Je me demandais si, par exemple, ton atelier se trouvait dans un pays continental. Est-ce que tu produirais ces mêmes choses-là ou est-ce que tu produirais autre chose ? Il y a 10 ans de ça, j'ai commencé le travail en noir et blanc dans l'avion. Je passais beaucoup de temps à Copenhague. Et quand il faisait très froid, je restais enfermé. Je pouvais rester une semaine enfermé à travailler. Et en fait, ça ne m'a pas gêné parce que c'était sous une période courte. Et par contre, si c'est pour une vie, très sincèrement, je pense que le climat génère des choses chez moi. Voilà. Donc, j'ai déjà bien évidemment travaillé à l'étranger, mais c'est jamais sous des périodes longues. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse l'essai d'une période longue ailleurs pour voir un peu quelle différence on pourrait voir, notamment dans les formes, dans le geste, etc. Et puis, très sincèrement, je ne fais pas de résidence d'artiste volontairement. Me pose la question, pourquoi tu ne fais pas? Alors peut-être qu'un jour je vais en faire une. Ça a été mon choix parce que j'aime bien travailler dans mon atelier. J'aime bien travailler chez moi. J'aime bien organiser mes propres contraintes de travail. J'aime bien me dire, tu travailles si tu veux, quand tu veux. Voilà. Et en fait, autant je trouve que les résidences d'artistes sont fondamentales, mais très concrètement, je vais 50 ans bientôt là. Je pense que les jeunes de 30 ans, 25 ans devaient le faire, mais à mon âge, n'aimant pas réellement ça, je n'en ai pas besoin. J'aime bien organiser mon lieu, j'aime bien travailler chez moi. Voilà. Donc ça peut générer des choses, le fait de ne pas travailler ici en Martinique, mais sur un temps plus long, pas sur un temps court. Un temps court, je peux travailler tranquillement. Quand je vais à Paris, quand je vais à New York là, pour une exposition, je suis à l'hôtel, je travaille. Hein. Donc ça ne m'empêche pas de travailler. Alors, pour poursuivre sur l'insularité, quand on est un artiste, ce contexte n'est pas sans conséquence. N'est pas sans conséquence parce qu'il faut penser au transport, il faut penser aux taxes, il faut penser aux emballages, il faut penser à un certain nombre de choses. Et est-ce que toi, tu es préoccupé aussi de ces questions-là et est-ce que cela a des conséquences sur ta pratique elle-même? Après 2018, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour des expositions en dehors de la Martinique, beaucoup sur les États-Unis.
la question de la circulation des œuvres s'est imposée à moi. Le coût du transport des œuvres pour justement des œuvres monumentales devenait vraiment incroyablement embêtant. J'ai eu pour une grande fondation, je ne vais pas la nommer parce que je veux rester discret et puis vous allez voir sur mon CV, à Porto Rico qui m'a demandé d'envoyer des œuvres. Donc j'ai envoyé des œuvres, mais ils se sont déplacés ici en Martinique, ils ont été voir l'expo à la Fondation Clément. Ils ont vu sur Internet, ils sont venus voir l'expo et ensuite ils m'ont demandé d'envoyer des œuvres. Et ils ont été dans l'obligation de me dire qu'ils ont été très, très déçus de ne pas pu avoir... en fait, ils voulaient choisir les œuvres de grand format, notamment une toile de 3,40, 3,45 que j'avais, mais que par rapport au transport, ils ont préféré avoir dans leur collection des petites pièces. Et en fait, c'est un moment qui m'a fait réfléchir, et en même temps que j'étais sélectionné pour une expo à New York, à Harlem, et qui me demandait de me déplacer pour créer sur place. Et du coup, j'ai pas pu me déplacer j'ai pas eu le temps de pouvoir me déplacer pour créer sur place avant l'expo. Donc, je comprenais que la question du transport des grandes pièces était un problème. Donc, du coup, j'ai proposé un travail enroulé. Donc, je suis sorti du châssis. Et depuis, cette question-là a animé ma création. Donc, depuis, j'ai toujours gardé mon travail sur châssis, sous des petits formats. Alors, dans ma collection, j'ai gardé quand même une dizaine de toiles de 2 par 2. Mais aujourd'hui, je fais un travail essentiellement qui sort du châssis, où je fais un travail suspendu dans l'esprit de la tapisserie, de l'installation sous du monumental. Donc, le coût du transport, les problèmes du transport. Juste un exemple, je devais exposer à Cuba, un endroit très important à Cuba, les intercesseurs, on a laissé tomber. Ça revenait trop cher parce qu'il fallait que les œuvres partent à Paris et de Paris à Cuba. Alors on est tout proche. Donc, voilà. Donc, les problèmes qui sont liés à l'insularité ont généré des problématiques de transport qui ont modifié ma façon de voir mon travail. Donc, je travaille sous de la toile qui peut s'enrouler. Donc, je peux travailler, surtout qu'aujourd'hui, je fais du monumental, de l'assemblage pour du monumental. Donc, c'est encore mieux lorsque ça peut s'empiler et s'enrouler. Je vous montre, vous voyez mon atelier, les toiles suspendues, voilà, on est un peu dans ça. Donc, je crée des éléments. Pour moi, chaque toile, c'est une sculpture. Voyez, et donc, je peux faire de l'assemblage. Sous du monumental, je peux faire, j'ai compté, j'ai de quoi faire 50 mètres de long sous 2 mètres 20. Donc, du coup, je peux les entasser. Donc, une trentaine de toiles, c'est à peu près ça. Je veux mieux, hein, je crois que tu as vu. Il y a à peu près une trentaine de toiles comme ça. Je mets dans une boîte et ça part. Et puis aussi, bien évidemment, il y a le travail de la fresque. Le travail de la fresque, qui a les problèmes d'insularité m'ont amené à travailler les fresques. Voilà. Par exemple, ah mais ça va pas mieux. Je sais pas si on va voir. Ah, c'est flou. Là, c'est une fresque qui a été réalisée à la CTM. Peut-être que vous avez eu l'occasion de la voir. C'était en 2020. Où je travaille avec la même technique, une préparation du mur, je travaille avec les mêmes techniques, ensuite protection du mur, etc. Voilà, donc le problème du transport des hommes m'a amené aussi à pouvoir travailler in vivo. Voilà, sur place, in situ. In vivo, in situ. Là, tu es en vertical, tu n'es pas en vertical. Là, je suis en vertical. Et c'est un travail intéressant parce qu'il me rappelle aussi mes problèmes de tendinite au bras. Mais non, blague à part, voilà où on a un autre regard. Donc c'est intéressant aussi pour moi. C'est moi, j'apprends tous les jours. Voilà. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé par la CTM pour la CTM en 2020. J'ai fait aussi, alors j'ai oublié de vous dire, je fais des opérations caritatives chaque année.
parce que je pense que les artistes ont un rôle à jouer, hein, en termes de conscientisation, etc. Et donc ça, c'est une fresque qui a été réalisée à la Ligue contre le cancer, où l'association Amazon, j'avais proposé à l'association Amazon, c'était en 2000, du coup j'ai un doute là. Je ne sais plus, il y a quelques années, la Ligue contre le cancer. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je suis capable de travailler in situ. Voilà. Alors, dernière question. Il faut bien s'arrêter à un moment donné pour laisser la parole au public. Hein. Certains artistes font le choix de rester en Martinique ou en Guadeloupe, aux Antilles, dans la Caraïbe. C'est un choix politique, disent-ils. Oui. Il est vrai que l'insularité, ça pose certains problèmes. On l'a évoqué à l'instant. Est-ce que, de ton côté, ce choix d'être là, de t'impliquer, y compris d'un point de vue social, d'un point de vue caritatif, est-ce que cela relève donc d'un positionnement politique également ? Moi, je pense que notre pays a besoin de nous. Je pense que moi, je pense qu'il faut... Mon art, c'est à lutter contre tout type d'enfermement. Je pense qu'on peut rester vivre ici sans être enfermé. Je pense qu'on est ouvert sur le monde. Je pense qu'il faut arrêter de penser que pour être artiste, il faut être la grande scène internationale, et notamment dans des grands pays industrialisés. Je pense qu'on peut réussir tout en étant dans un petit pays comme la Martinique, parce qu'on est un grand peuple. Moi, je suis persuadé de ça, qui a vécu des choses très difficiles. Donc, qu'on le veuille ou non, l'histoire a un poids. L'histoire a un poids. Depuis le génocide des Amérindiens jusqu'aux Indiens d'Inde qu'on a fait croire qu'ils allaient revenir chez eux. Entre-temps, il y a eu l'esclavage. Enfin, vous voyez, on n'a pas le temps de... Mais on est un grand peuple aussi pour ça. Donc, je pense qu'on peut être trop dur aussi avec nous-mêmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai positionnement pour moi de vivre dans mon pays. J'aurais pu vivre ailleurs. J'ai essayé. Mais je pense que plus c'est difficile et plus j'ai envie de rester vivre ici. Et puis, au niveau de ma condition d'artiste, moi, je pense qu'on peut être ici. La Martinique, ça peut être un point de départ et investir le monde. Bientôt, on aura une BIAC. Bientôt, on aura une BIAC. Donc, qui va créer un zoom sur la Martinique, un zoom mondial. Donc, ça, c'est très important, c'est très intéressant. On a souvent des grands artistes du monde entier qui vont venir ici. Eh bien, ils vont rencontrer aussi des artistes de la Martinique. Donc, c'est un positionnement aujourd'hui politique, de cœur aussi, parce que j'aime mon pays, je me sens profondément martiniquais. Et puis, une dernière chose, et je voulais finir par ça, le travail avec ma mère m'a permis de comprendre qu'on a une esthétique qui est liée à nous-mêmes. On a une esthétique qui est propre à la Martinique. L'art est universel. Bon nombre d'artistes se cachent derrière cette universalité pour ne pas parler d'aspects socioculturels dans leur pratique artistique martiniquaise. Moi, je l'assume. Moi, je pense qu'on a des choses qui sont spécifiques à notre culture, à notre esthétique. On a des grands plasticiens. Je n'ai pas beaucoup parlé d'eux. Pas parlé d'eux du tout. On a des grands plasticiens qui ont tracé des choses. Laouché, Élénon, Breleur, René Louise, j'en oublie souvent, Jansin, j'en oublie souvent d'autres. Coco Anekoa, Charpentier, voilà. Ils ont fait le travail, donc ça a suscité une forme d'esthétique qui est propre à nous. Et aujourd'hui, le fait de rester vivre ici, même si c'est pas facile, la position d'artiste n'est pas forcément facile, c'est affirmer cette forme d'esthétique qui existe, surtout. C'est attirer l'attention aussi sur le fait que c'est une esthétique qui est en train de s'effriter. C'est une esthétique qui est en train de se perdre. Elle n'est pas bridée sous les arts visuels, elle est multiple.
on la retrouve dans les arts vivants, la musique. Aujourd'hui, je ne vais pas la nommer parce que je ne sais pas si je devais la nommer, mais il y a une chanteuse, peut-être la plus grande chanteuse antillaise selon moi, que j'aime beaucoup, qui m'a dit, tu sais, Ricardo, dans les soirées maintenant, on met du zouk pour faire fuir les gens. Donc ça a beaucoup de sens. C'est comme si on disait qu'on mettait du maloya, je ne sais pas, du maloya ou la musique corse faire fuir les gens dans les soirées. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. Hein? On a des enfants, moi je reçois beaucoup d'enfants dans mon atelier qui ne savent plus parler créole. Des enfants qui ne savent pas parler créole. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'à mon époque, on disait que ceux qui ne savaient pas parler créole étaient issus des classes sociales aisées. Aujourd'hui, ça c'est complètement faux. Hein. Aujourd'hui, je reçois dans mon atelier des enfants de toutes les classes sociales qui ne savent pas parler créole. Donc, on a quelque chose, ça aussi c'est lié pour moi à une forme d'esthétique dans les arts vivants, l'esthétique de la parole. Je ne vous parle même pas du yékri yékra. Il y a des enfants qui ne connaissent pas le yékri yékra, aujourd'hui en 2023. Donc mon travail aujourd'hui, il est politique aussi en ce sens. Ce noir et blanc là, il est aussi dans ça. Dans la volonté de dire qu'on a, on va dire, les schèmes d'une esthétique qui est martiniquaise. Je la revendique dans ma présence ici, dans mon choix de vie, et mon art est là pour le rappeler en toute humilité. Voilà. Et une dernière chose, c'est que aujourd'hui, je donne ma vie aussi aux enfants qui vivent dans mon pays, pas aux enfants de mon pays, il y a une nuance qui est très fondamentale, aux enfants qui vivent dans mon pays, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur couleur de peau. Et le point de départ de tout ça, ça a été le travail avec ma mère. Et notamment avec l'art qui a permis de souder quelque chose de fort entre nous. Et en fait, c'est ce que je souhaite aux familles qui vivent aussi dans mon pays aujourd'hui. C'est-à-dire que les parents, autant que faire se peut, parce que ce n'est pas évident, essayent de créer du lien avec leur enfant, la communication. Vous savez, je vois des enfants dans des états pas possibles tous les jours. Hein? Ils sont même des fois comme des légumes, psychologiquement. Je pense que l'art peut aider des familles à créer du lien. Hein? C'est aussi pour ça que je fais des ateliers parents-enfants. Je fais aussi des ateliers parents-enfants. L'art peut créer du lien avec le peuple, mais aussi entre nous, et entre les parents et les enfants. Et c'est la grande leçon de ma vie jusqu'à maintenant avec ma mère. Voilà, qui est toujours vivante et qui expose toujours et qui travaille tous les jours et qui vit dans un atelier. Voilà ce que je voulais dire pour finir. Merci Ricardo. Merci Merci beaucoup pour cet entretien absolument passionnant et qui nous a permis de mieux connaître Ricardo, parce que même si on le connaît bien, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Hein. C'est obligé. Je cache des choses aussi. Hein. Mais oui, on imagine bien. Donc on fera d'autres entretiens. Voilà. Donc on a un petit temps là pour poser des questions. Première question. Oui, ma question c'est comme ton art, ta carrière d'art, ton amour de l'art a été débuté par ta relation avec ta mère et ses œuvres qui t'entouraient dans ton enfance. Quelles traces que tu vois aujourd'hui dans ton travail, dans ta vision, dans ton esthétique avec ta mère? Moi, je pense que c'est... Puis j'entends dans le micro. Je pense qu'on est plus dans les traces sont plus dans la démarche, dans la façon de concevoir la place de l'art dans ma vie. Alors, la transmission des enfants, ça c'est fondamental. Ma mère a commencé à travailler dans les hôpitaux parisiens il y a plus de 40 ans de ça, avec des enfants polyhandicapés. Moi, j'ai travaillé aussi avec des enfants polyhandicapés par la suite. Mais c'est ça. Je pense que c'est d'abord dans ma façon de concevoir l'art, déjà dans ma propre vie et dans la transmission avec les enfants. Alors, bien évidemment, l'héritage amérindien, toute cette connaissance que j'ai pu avoir vient aussi de ma mère. Hein. J'ai aussi eu beaucoup de chance en rencontrant Victor Anisset. Je n'ai pas parlé du tout beaucoup d'eux. Victor qui a été important aussi, qui a été l'une des personnes qui m'a le plus influencé.
avec Ernest Waller, surtout pour pas graphiquement, mais pour la dynamique. Voilà. Mais donc les traces, c'est plus dans une démarche, une façon de faire. Alors moi, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée d'ailleurs, mais quelle est la signification du point rouge qui parfois se fait dorer sur fond rouge? Ce point rouge qui est là toujours dans toutes tes œuvres. Le point rouge, alors graphiquement déjà, il casse ça avec une dynamique du noir et blanc. C'est pour rappeler que j'ai mon positionnement politique, mais que les choses ne sont pas figées non plus. Donc c'est pour apporter une petite nuance. Tu vois, une fois qu'on comprend pourquoi le choix du noir et blanc est là. Donc il est graphique, mais il est aussi pour ça. Et autre chose, il crée du lien et suscite une forme d'intérêt et qui pousse au questionnement. La preuve, tu me poses la question, comme beaucoup de personnes me la posent. Alors c'est un point qui est venu comme ça, j'ai essayé ça, et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi une forme de singularité dans un petit pays comme celui de la Martinique, parce que souvent, lorsqu'un artiste faisait du noir et blanc dans une exposition, on venait me dire, tu sais Ricardo, tel ou tel artiste fait le même travail que toi, etc. J'ai dit non, il n'y a pas le point rouge. Donc en réalité, il est devenu aussi une forme, une double signature. Donc après, j'ai conceptualisé un jeu où en fait, c'est le dernier point que je mets comme un seau qui verrouille l'histoire que je veux raconter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je constate que votre travail nous embarque dans une dimension, plutôt dans un univers particulier, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous répéter ou à certains moments en fait, j'emploierais le thème comme cela, de tourner en rond dans votre proposition, sans le prendre comme une critique. Hein. Non, bien sûr. Non, mais parce que c'est particulier. Je vois des signes qui se répètent, par exemple les écritures en dents de scie qui reviennent souvent. Exactement, donc. Vous avez tout compris. Mais j'ai parlé de répétition. Je pense que le travail qui m'échappe forcément suscite de la répétition. Et en réalité, je n'aurais pas été satisfait de moi s'il n'y avait pas de la répétition. Parce que ça veut dire que quelque part, je contrôle la pensée. Donc le jeu de la répétition est complètement normal et il n'est pas pathologique du tout. Bien au contraire. Et puis sincèrement, des fois, ça me plaît de tourner en rond. Parce que tourner en rond, c'est lorsqu'on est dans sa zone de confort, c'est bien aussi. Mais c'est peut-être une étape. Peut-être que demain, je vais marquer une autre rupture avec, peut-être qu'à 50, quand j'aurai mes 50 ans réellement, peut-être que je vais marquer une autre rupture et aller vers quelque chose de plus conceptuel où justement je vais essayer de contrôler davantage le geste, les formes, etc. Mais pour l'instant, ça me plaît que tout ça m'échappe. Mais j'aime bien tourner en rond de temps en temps. Quand c'est bon, hein. C'est quand c'est pas bon, tourner en rond. Hein. Mais la répétition est là, c'est vrai. Elle est là et je la vois. Alors moi, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux formes qui arrivaient naturellement. Et tu disais que dans ta voiture, dans les embouteillages, on ne le dit pas, hein, tu produisais. J'imagine que tu n'amènes pas de rouleau dans ta voiture. Non. Donc en fait, tu fais sur des petits formats. Et alors, c'est quoi? C'est un essai que tu vas transcrire après ou en fait, tu fais quoi? Alors, dans la voiture, j'ai développé une écriture, toujours une écriture automatique, mais une écriture un peu comme une écriture manuscrite, qui est picturale et manuscrite en même temps. J'ai développé ça. C'est comme si j'écrivais des lettres, mais avec un langage qui est le mien. J'ai développé ça parce que dans la voiture, on est tellement mal à l'aise que voilà, on ne peut pas. Voilà, il y a ça. Et puis, les petits croquis d'intercesseurs. Je vais vous montrer. Oui, j'ai fait des croquis d'intercesseurs je vais vous montrer. Parce que, en fait, ça te sert à quoi? C'est ça la question. Est-ce que c'est pour trouver de nouveaux signes ou alors c'est des choses que tu vas réutiliser? Oui, est-ce que tu vas les réutiliser? Non, mais tout ça, c'est pathologique. Hein. Elle a compris beaucoup de choses. Tout ça c'est pathologique. Il ne faut pas croire. Hein. Moi, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Je pense que la passion amène aussi vers ça. Mais je l'assume. Je travaille tout le temps. Tout le temps, j'ai toujours, je vous dis, j'ai toujours de quoi travailler. Bon, là, je n'ai pas amené parce que j'ai mon ordinateur, mais vous voyez, dans ma voiture, j'ai toujours de quoi travailler. C'est pour t'occuper. Mais c'est un besoin. C'est devenu un mode de vie. Je pense aussi je vois des choses. Je vois des choses.
Là, je vois les bandes rouges et blanches là en arrivant, j'ai pensé à un truc. Tu vois, je suis Iscas, il y a des artistes ici, des poètes, vous connaissez les gars, tout le temps on est on est animé par ça. Et après, je ne pouvais pas dessiner sur le volant de la voiture. Mais c'est vrai que, voilà. Et les embouteillages, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, oui, je voudrais te poser une question un peu précise concernant ton travail sur les signes et sur ces représentations anthroposomorphiques qui renvoient tout de même à des mythologies, à des pratiques religieuses, des religions, pas seulement précolombiennes, mais surtout des religions afro-caribéennes, je pense au vaudou haïtien. Oui, bien sûr. Et je voudrais te demander si tu es un peu en relation avec la manière qui n'est pas celle forcément d'un peintre, même s'il est également peintre, mais la manière de penser cette réalité-là qui est celle de Franck Etienne. Parce que je trouve une certaine ressemblance entre certaines de tes créations et l'écriture-peinture de Franck. J'ai été marqué par sa peinture parce qu'elle m'a rappelé la brute, hein, toute la période, je n'ai un peu parlé tout à l'heure, la période de Cobra ou des Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, où un groupe d'artistes disait que finalement, tous les artistes qui sont des écoles d'art font la même chose. Un art standard disait, c'est pas intéressant, on va voir les schizophrènes dans les hôpitaux psychiatriques et on va s'intéresser à leur art. Et le travail de Franck Etienne m'a fait penser à cette période-là. Et je me suis beaucoup intéressé à son travail, notamment parce que au moment où moi j'essayais de comprendre mes formes, je pensais au syncrétisme. Parce que comme je vous dis, j'ai fait énormément de musique, beaucoup de musique afro-cubaine où j'ai appris les rythmes sacrés avec les bata, j'ai appris le tchékéré, le yessa, les rythmes de Porto, que j'ai été beaucoup à Porto Rico aussi dans les campagnes, apprendre les rythmes de la santeria, mais là il fallait à un moment donné être initié. Donc j'ai fait une initiation à un moment donné vers l'âge de 23, 24, 25 ans, je ne sais plus. Et du coup, le syncrétisme afro-caribéen s'est emparé de moi. Les orishas, les Django. Et moi, je pense que ma peinture, j'ai rencontré pas mal de chercheurs et sous ces questions-là. Ils voient des choses sous ces figures anthroposomorphes. Ça m'a plu de m'arrêter sur les connexions avec les chamans. Parce qu'en réalité, comme la dimension du soin est tellement évidente dans mon travail, j'ai préféré rester sur ça. Mais en réalité, il y a une dimension syncrétique qui est très forte et qui demande à être explorée. Et j'y suis là. J'y suis. Voilà, il y a une dimension syncrétique qui est forte, qui fait référence à toutes nos croyances. Et bientôt, je n'en parle pas trop, mais je vais faire une pièce qui va étonner tout le monde, une pièce monumentale, peut-être 2 ou 3 personnes le savent, qui va être extrêmement puissante. C'est la question du syncrétisme. Je ne peux pas en parler, mais vous allez voir. Mais c'est clair qu'elle est là. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as parlé de liberté. Ça se voit dans la profusion qui se dégage de ton œuvre. Et paradoxalement, tu travailles la cerne. C'est-à-dire que tes personnages, tes motifs sont cernés de noir. Et ça me rappelle, Dominique a parlé tout à l'heure de Wilfred Olam, ça me rappelle Tissarin ou Wiley Lichtenstein qui ont cerné aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail qui, en fait, emprisonne la forme? Pourtant, tu parles de liberté, ce qui se voit parce que quand on voit tes œuvres, on rentre dans une abysse, c'est-à-dire on est plongé dans un univers. Alors, la forme emprisonne la forme emprisonne le travail, mais le travail aussi emprisonne la forme.
Il y a une interaction dynamique, ça marche dans les deux sens. La forme, elle est venue comme ça, elle est délimitée par des traits, le plus souvent des traits noirs sous du blanc. Mais en réalité, ce jeu de lignes, de vide, de plein, de petits points, de gros points, de densité, de coups de gris, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les aplats, en réalité, je triche un tout petit peu parce que les aplats ne sont jamais... Les aplats ne peuvent pas être noirs comme un noir industriel, comme ça. Lorsqu'on trace, il y a toujours des dégradés si on va dans les détails. Donc, finalement, tout ça, ça crée des ambivalences de style, de pictural, de forme aussi, et puis ça crée des effets. Et ça suscite une forme de déstabilisation du regard qui nous amène à nous perdre. Et moi, c'est ce que je veux. Il y a un côté hypnotique dans mon travail. Paradoxalement, donc c'est un travail, c'est la vie, c'est la liberté. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai des collectionneurs ça m'est arrivé à plusieurs reprises, qui achètent des toiles pour mettre dans la chambre nuptiale. Parce que les gens se perdent dans le travail, on se perd dedans. Je vais mettre une petite toile pour comprendre. On se perd, il y a un côté peu, voilà. Et tous les jours, on est dans une découverte. Tous les jours, on découvre les œuvres. Et donc, c'est aussi par rapport à tout ça. Par rapport à... Il y a des aspects visuels qui se créent par des vides, des pleins, voilà, des éléments qui arrivent. Alors, il n'y a pas que des aplats, il y a aussi les petits points qui créent encore des effets visuels. Le point rouge aussi est important parce qu'il attire le regard, donc il permet de susciter des champs de vision différents. Il n'y a pas de composition. Il y a une composition, mais je ne peux pas tout dire. Non, mais je peux tout dire. Il y a une composition. En réalité, les spécialistes de la publicité vont voir des choses, des techniques. Voilà, le Z de lecture, la loi de la forme, contre-forme, il y a des choses, mais c'est par la suite que je me suis rendu compte de ça. Finalement, il y a des choses qui sont beaucoup plus techniques dans ma peinture qu'on le pense. Regardez bien, il y a tu parlais de la forme, il y a très peu de formes droites dans mon travail. C'est toujours 10%, on va dire, de ce qu'on voit, très peu, beaucoup de formes arrondies. Ça, c'est venu complètement naturellement. Après, lorsque j'ai pris conscience que quelque part, c'était une forme de singularité, j'ai développé. Alors, il y a toujours une différence entre la façon de travailler sur le papier que sur la toile. La toile, sous le papier, on se lâche plus, on prend plus de risques. On a une visibilité de la surface de la toile, donc ça conditionne aussi la forme, le trait, ça conditionne le trait. Ce qui n'est pas le cas de ma grande toile. Parce que ma grande toile, je ne la travaille jamais au mur. Elle est au mur en dernier ressort. Elle est à plat. Je déroule au fur et à mesure et ensuite elle va au mur et là je refais des retouches quelque part. Mais elle n'est jamais conçue totalement au mur. Donc tout ça, donc tout ça pour dire, et puis il y a la façon de travailler, l'endroit où tu travailles, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Tout ça, ça conditionne la forme et le trait. Voilà. Et puis des aspects visuels, etc. Une dernière question ou remarque? Pardon? Attends. Le fait que... Ah oui, le fait que, ouais. Et vous savez, je vais parler de ton petit-fils, c'est l'une des grandes leçons aussi avec les enfants, c'est que ton petit-fils, à la fin d'une séance, il a écrit une histoire. Il a nommé 2 personnages que lui-même a écrit, il a fait une histoire d'amour. Et c'est fort, parce que finalement, toutes ces petites formes-là, elles racontent des histoires qui m'échappent sûrement. Mais en tout cas, elles suscitent une forme d'intérêt. Et c'est ça le plus important pour moi. Voilà, ce sera la dernière question.
ouais. Alors, par rapport au principe du grand format, est-ce que le temps est une valeur ajoutée dans votre démarche ou cette notion participe réellement du travail en lui-même? Quelle belle question. Merci beaucoup. La question du temps. Tout le temps, justement. On me demande combien de temps il te faut pour faire la toile. Combien de temps? Et en réalité, ce que je dis, mais en fait, il faut venir dans l'atelier pour bien comprendre. Ce que je dis, c'est que pour travailler, il faut oublier le temps. Le temps n'a pas d'importance. C'est comme le lieu. Le lieu n'a pas d'importance. J'ai connu plusieurs ateliers. Mes toiles les plus grandes ont été faites dans des endroits les plus petits. Donc, on a toujours, il y en a un grand artiste qui disait ça, on a toujours une bonne raison de ne pas travailler. Donc, le temps pour moi, je l'oublie, je sais que je vais travailler, puis c'est tout. Par contre, il est quand même cadré un peu, il est quand même un peu cadré dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Mais lorsque je travaille, j'oublie le temps. Parce que si je dois prendre conscience du temps, je ne peux pas faire ce que je fais. Donc en réalité, le temps, c'est le meilleur ami, le meilleur ennemi en même temps. Donc le temps, je l'oublie et je fais. Voilà. Par contre, avant de me mettre en condition d'oublier le temps, mon temps est organisé. C'est un peu complexe ce que je dis. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que je vais travailler ce matin, puis je travaille. J'oublie le temps. Alors, il y a cette notion-là, le temps dans la réalisation, mais aussi le temps de la conception de l'œuvre. Il faut oublier aussi la contrainte. Il y a des artistes qui n'aiment pas les œuvres qui nécessitent plus d'un jour de travail. Ils veulent l'immédiateté. Eh bien, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, ça ne me dérange pas de travailler un mois sur une pièce. Moi, ça fait 1 an que je travaille sur une pièce. 1 an. C'est-à-dire qu'après le travail, le travail du geste, j'ai mis un peu entre parenthèses pour faire autre chose. Ça fait 1 an que je travaille sur une pièce, que j'espère présenter bientôt. 1 an. Donc le temps, si le temps peut être une contrainte, mais moi je fais tout pour l'oublier, et je pense qu'il peut être notre meilleur allié, mais il faut l'oublier sinon on ne fait rien. Voilà, après c'est mon avis très personnel. Très bien, merci Ricardo, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous en tout cas, merci d'être venu. Et alors pour la première fois, je fais un peu de pub. Alors, c'est marrant, j'avais deux rêves, j'ai jamais dit ça à Dominique. C'était d'avoir un article dans Recherche Esthétique parce que je les ai tous lus. Donc, quand Dominique m'a proposé, c'était extraordinaire pour moi. Et le deuxième rêve, je sais pas si je t'ai dit ça, c'était d'exposer à Victor Anisset. Ah ben, ça a été fait. Ça a été fait l'année dernière. J'ai fait une expo en solo avec lui. Et c'était assez touchant pour nous, en tout cas, parce qu'il me suit depuis très longtemps et moi aussi. Donc, c'était l'un de mes artistes qui m'ont beaucoup influencé. Ernest Brunner aussi pour la dynamique. Alors, la question du temps, c'est une question extraordinaire qu'il faut poser à Ernest. La question du temps et du lieu. C'est quelqu'un qui m'a aussi aidé aussi beaucoup pour ça. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête. Il faut que tu travailles. Point barre. Le temps, c'est pas le lieu non plus. Arrête de te trouver des contraintes. Travaille. Et Ernest, ça a été ça. Et puis, Victor, pour l'amour de l'art amérindien. Oui, ce dont parle Ricardo, c'est une exposition que j'avais organisée aux Archives l'année dernière. C'était un duo. C'était la première fois qu'on organisait une chose pareille. Un duo, Victor Anisset et Ricardo, qui était... J'ai une petite photo, je vous montre une petite photo. Il me semble que j'ai une photo. Ah voilà. J'ai une petite photo. Ouais, c'était une photo. Voilà, très belle image. Ouais, une photo, non, une deuxième. Ah non, je crois que c'est pas la même, mais c'est à peu près ça. Voilà, Ok. donc c'est une exposition qui avait beaucoup intéressé et beaucoup plu au public qui s'était déplacé. Voilà, donc merci beaucoup à Ricardo, merci à vous d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à faire l'acquisition de ce volume
dans la mesure où il y a un très bel entretien, différent de celui-ci, un très bel entretien avec Ricardo. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis vous serez naturellement informés des prochaines manifestations. Merci d'être venu.